Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 53 en compagnie de Alexandre 012 Workout. Donc un petit podcast solo, ça fait quelques temps, on a eu quelques petits épisodes avec Morgan et on a hâte de vous en refaire parce que Morgan vient de se procurer un Yeti. Donc les Yeti c'est un peu les micros, on va dire c'est le premier micro de bonne qualité du marché qui font vraiment le taf en termes d'audio. Après, il y a moyen de grader les modèles, mais vraiment, le Yeti, ça devient vraiment très pro et on sent la différence. Moi, si vous avez remarqué, ça fait quand même quelques temps que je l'avais, mais je l'avais juste moins bien réglé au début. Et donc voilà, normalement, c'est un peu plus agréable aux oreilles. Et donc, le podcast va être plus agréable pour vous dans les prochains épisodes. En plus, on a quelques idées de contenu solo en commun et aussi on va teaser, inviter certains invités un peu comme on faisait à nos débuts. On a quelques invités intéressants à interviewer. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Sujet du jour, périodisation. Voilà, si vous me connaissez, je parle beaucoup de ça. Et donc j'ai abordé tous les contenus de cycle de masse, cycle de force, cycle de skill sur YouTube. J'avais fait une intervention au sommet de la calisthénie sur le sujet. Mais avec le recul, voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça, parce que cette semaine-ci, je vous ai justement sorti une vidéo sur la programmation en front lever et planche, et j'ai quand même pas mal abordé la périodisation, et je me rends compte que ça peut porter parfois à confusion. Je pense que parfois mal appliqué, ça peut faire plus de tort que de mal, ou alors ça rajoute beaucoup de confusion dans l'entraînement. D'un côté, je me suis dit que grâce à ça, dans cette vidéo, ça permet vraiment de prendre du recul un peu et de voir un peu plus la vue d'ensemble. Je pense que c'est essentiel. Mais parfois, c'est parfois mieux de rester sur un système plus classique ou alors vraiment de foncer tête baissée dans la périodisation. C'est pour ça que voilà, parfois c'est bien de se dire ok, c'est noir ou blanc, et en même temps, d'un autre côté, ça peut avoir du sens d'être plus nuancé, de moins. Peut-être moins périodisé, je dirais, moins être drastique dans ses choix, dans ses sélections de programmation. Ça dépendra vraiment du contexte et de l'individu, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc voilà, vraiment le but du podcast, c'est un peu de nuancer ces deux points. Donc on va parler un peu des arguments pour et contre la périodisation masse, force, skill ou hypertrophie, force. Donc souvent c'est plus hypertrophie force, et parfois on peut faire la distinction entre une périodisation un peu plus type force accessoire, force ou street lifting, et plus skill quoi, vraiment planche road lever. Même si maintenant avec le recul je préfère vraiment cycler plus hypertrophie et puis mettre toute la partie force, street lifting et skill ensemble, et parfois cycler sur beaucoup plus de cycles qu'avant. Mais voilà, c'est un peu c'est là où je veux en venir. Ensuite, donc, on va parler vraiment des arguments pour et contre. On va voir comment, c'est quoi les solutions finalement pour concilier un peu le meilleur de ces deux arguments. On va voir un peu les différences entre des débutants, entre des personnes par exemple qui stagnent, en termes de mindset aussi, avec cette approche noir ou blanc. Ensuite, on va voir pour les autres, comment finalement cycler ses charges, son volume, ses progressions. Et voilà, en conclusion, bah, voilà, on va juste voir un peu ce qu'on va choisir pour nous-mêmes, nos préférences, et voilà, tirer une petite conclusion de ce podcast. Donc finalement, je vais faire une petite réflexion spontanée, en argumentant un peu. Donc voilà, c'est pas un podcast très préparé, planifié, scripté. Donc ça va être plus nuancé et élaborer un peu les points que je vais citer là-dessus. Donc tout d'abord, est-ce qu'on doit périodiser ou non? En fait, finalement, comme je l'avais dit dans l'intervention au sommet, qu'on le veuille ou non, on périodise en fait. Qu'on le veuille ou non, on va essayer d'appliquer une surcharge progressive. À partir du moment où il y a une progression, où il y a des adaptations qui se font, par exemple, au plus on devient fort, au plus on se fatigue en fait. Sur le court terme, donc il y a toujours le modèle fatigue-fitness, et donc au plus on progresse, on va dire, au plus on va créer de la fatigue, et inévitablement le corps va devoir récupérer. Et s'il ne récupère pas, ça court à la blessure, ou dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, c'est une stagnation à court terme, et puis on va souvent faire malgré nous un break, où le corps va avoir besoin de récupérer.
au plus on est débutant, au moins on va le sentir ce besoin, au plus on va progresser longtemps, et au plus on avance, au plus la fatigue va se faire naturellement. Et donc ouais, à partir du moment où on va à chaque fois augmenter des charges ou quoi, il y aura quand même quelque chose qui va devoir diminuer, quoi. Et à partir même du moment où on a la charge qui augmente, on peut dire qu'on est quand même dans une phase où on va augmenter voilà, des qualités, et ça peut pas se faire à l'infini. Et donc à un moment, il y a quand même le volume qui va devoir diminuer, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, ça c'est finalement, on n'a pas le choix. Maintenant, voilà, on peut toujours rester un peu dans les mêmes formats de rep, les mêmes formats à l'année. Souvent, voilà, on peut avoir des programmes de musculation type 1 3x10 qu'on répète sur l'année et qui peut fonctionner. Et là, on pourrait dire qu'on est toujours dans un cycle, on va dire, de volume, d'hypertrophie. Et souvent, souvent, pour les pratiquants qui font de la musculation, on va appliquer par exemple des cycles de progression. Donc on va faire un 3x10 en commençant à 60 kg, en le terminant à 70 en semaine 5, 6 ou 4, ça dépend. Et puis on va répéter le cycle en repartant à 62,5 et en essayant de monter à 72,5 et répéter ça ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est un peu les cycles de progression à la super physique, comme c'est le plus connu. Mais ça peut très bien s'appliquer chez nous en calisthénie. Par exemple, on commence un cycle avec 3 fois 10 secondes de tuck planche. On essaye de monter à 5 fois 10 secondes, et puis on repart à 5 fois 11 secondes, à 3 fois 11 secondes, et on essaie de monter à 5 fois 11 secondes par exemple. Et on pourrait être très précautionné comme ça, et c'est un système qui va fonctionner énormément. Mais voilà, c'est une sorte de périodisation en fait, finalement, parce que là on va essayer d'augmenter un peu le volume. C'est un type accumulation. Et on est dans des intensités, peut-être un peu plus de type volume aussi. Mais voilà, ça pourrait s'appliquer plus dans un cycle de skill si on cherche vraiment à mettre l'emphase sur notre tuck planche. Mais après, dans ce cycle, on pourrait aussi rajouter des exercices d'hypertrophie, et là, ça va dépendre de là où on est. Donc, parfois, c'est bien de voir les choses de cette manière. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, la périodisation, elle va se faire de plein de manières différentes aussi. Voilà, dans la vidéo, je parle vraiment de cycle hypertrophie-force, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a moyen de cycler en accumulation, intensification, et ça peut se faire aussi en fonction, dans les mêmes cycles en fait. Parfois, ça va être un peu là-dedans. On peut faire aussi des périodisations concurrentes, donc ou des périodisations ondulatoires, avec des concurrentes. Parfois, dans la même séance, on va faire un format où on va travailler la force, un format où on va travailler plus en hypertrophie et plus isolation, voilà, et on va garder un objectif 1, objectif 2, objectif 3. On va travailler en périodisation ondulatoire, on va travailler force, puissance, hypertrophie, et hypertrophie en général en début de semaine, puissance en début et force en fin de semaine. Et parfois on peut appliquer une périodisation ondulatoire juste en faisant des fourchettes de reps différentes. Parfois on va par exemple on pourrait rester en hypertrophie et faire de l'ondulatoire, et donc on aurait un jour entre 3 fois 12 à 15 et un deuxième jour entre 3 fois 6 à 10. Et donc là on serait dans une sorte de cyclage, mais on resterait vraiment dans cet objectif 1 qui est l'hypertrophie. Donc voilà, on va voir un peu deux arguments que j'observe un peu en calisthénie et qui vont nous pousser à périodiser ou non. Donc finalement le premier argument, surtout quand on parle de cycle de masse. Donc voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde a conscience ou a envie de faire, en tout cas les cycles de masse en calisthénie. Mais c'est quelque chose avec le recul que je pense que c'est indispensable par étape. Et voilà. Et un des gros arguments en fait dans le cycle de masse, pour justement faire des cycles de masse et pas essayer de faire tout en même temps, c'est que prendre du muscle, c'est fatigant en fait. Donc prendre du muscle, ça va clairement impacter la progression sur nos skills. Parce que voilà, le stimulus pour voilà, vraiment aller chercher un peu en hypertrophie, c'est qu'on va faire des séries assez longues, assez proches de l'échec. On va créer inévitablement du dommage musculaire. Et que donc, ça va induire tellement de fatigue qu'on ne sera pas capable de bien réaliser nos skills, surtout à une intensité proche de ce qui est nécessaire pour faire des adaptations. Donc voilà, par exemple, si on est rendu à la straddle planche, si on veut faire des adaptations et réussir à progresser plus loin qu'en straddle, il faut attaquer des full hacks élastiques avec une certaine résistance, il faut attaquer des advanced tuck ou des straddles avec des courts maintiens,
Et si on crée tellement de dommages musculaires, bon, on sera peut-être pas capable de réaliser des straddles avec courbatien parce on aura un peu trop de dommages musculaires et qu'on aurait aussi et on serait pas capable de tenir des foules avec élastique. Après, de nouveau, ça reste très nuançable, donc c'est juste un des arguments qu'on peut entendre. Que voilà, même chose, voilà, soit on va créer du dommage musculaire, soit on va prendre beaucoup de volume d'entraînement, etc. pour pouvoir grossir son muscle, surtout si on a l'habitude de s'entraîner avec des gros volumes. C'est là aussi où je vais peut-être nuancer tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des arguments. Et donc voilà, on dit, ok, on peut pas faire deux choses en même temps. L'hypertrophie, ça va être trop fatigant pour nos skills. Donc la solution, c'est vraiment de mettre nos skills sur la touche, ou ça c'est peut-être la pire chose à faire, je pense, de les virer complètement. Mais en tout cas, de les garder avec une intensité très faible, parfois vraiment rester sur des supports ou rester juste avec un élastique extrêmement faible. Par exemple, si on a l'habitude de travailler avec une bande de 10 kg, peut-être faire avec une bande de 25 kg. Si on a l'habitude d'être en straddle, passer en advanced tuck ou en tuck, régresser d'une progression. Et ça, c'est une bonne chose, finalement. Ça permettrait aussi parfois de grappiller quelques progrès techniques sur nos progressions plus faciles, ou de s'habituer au banc d'élastique si on n'avait pas l'habitude, s'habituer avec une grosse bande et peut-être corriger un petit peu plus la forme. Et voilà. Et donc voilà, c'est vraiment cet argument-là, et aussi l'argument c'est aussi que quand on va prendre de l'hypertrophie, on risque de prendre du poids, et donc en plus d'avoir des dommages musculaires, on va devenir plus lourd, et en plus donc si on devient plus lourd, les skills, ça sera beaucoup plus difficile, et donc mieux vaut anticiper de choisir directement une grosse régression que de devoir régresser plus tard, ou même parfois essayer de forcer pour lutter ses progrès, et donc finalement si on force un peu trop sur nos skills, on aura peut-être un peu moins de place pour prendre du muscle, et finalement en cherchant à maintenir ou à progresser sur les deux, on risque d'aller nulle part. Donc voilà, cet argument-là, il a énormément de sens. C'est pour ça que parfois prendre le temps de vraiment de cycler et de se catégoriser, oui, je suis dans un cycle de masse, ça peut être bon. Et vraiment de l'accepter, et de l'accepter de travailler avec des progressions un peu plus faibles. Mais voilà, là, c'est là où il y a un mais. Là, je vais juste parler de mon expérience personnelle, donc c'est pas noir ou blanc, et de l'expérience aussi que j'ai sur ça, quand même pas mal de clients, c'est que si on fait bien si on fait bien, peut-être que je le faisais pas assez bien, si on fait un certain cycle de masse, parfois justement on va tellement bien réagir, on va dire, au volume, si on n'est pas dans un volume abusif en termes de nombre de séries par semaine sur nos groupes musculaires, on va quand même réussir à potentiellement prendre du muscle, et ça va nous aider directement à moyen court terme sur nos skills. Et peut-être que aussi, justement, vu qu'on est souvent peut-être dans nos cycles de skills ou dans nos cycles d'intensification, dans de grosses intensités, peut-être que quand on va attaquer des progressions plus faibles sur nos skills dans le cycle de masse, on va pouvoir justement recréer de l'élan, recréer du moment, et pouvoir réattaquer une certaine progression plus propre, on va dire, sur nos skills, et donc on pourrait observer une progression sur nos skills, même si peut-être que progresser va être contre-productif pour notre hypertrophie, mais d'expérience, je pense que voilà, l'hypertrophie, c'est pas ce qui est le plus compliqué, donc finalement, tant qu'on arrive à appliquer notre petite surcharge progressive sur nos séries d'hypertrophie, on est quand même sûr d'être dans une bonne direction. Si on est dans un moyen ou dans une maintenance ou un surplus calorique, qu'on est dans une bonne direction. Et donc finalement, si on sent qu'on a la possibilité de progresser en skill, pourquoi pas. Et là, c'est un truc que j'observe. Après, peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, là, j'ai la possibilité de le faire, mais je le fais pas. C'est un peu comme l'hypertrophie, c'est souvent un peu, les cycles d'hypertrophie, je trouve que c'est vraiment un peu comme investir, quoi. Ok, on a envie de faire des choses sexy, on a envie de faire des skills. Tiens, on va pas aller claquer tout notre pognon là-dedans. On va essayer de garder, d'économiser un petit peu, d'étudier un peu, de faire d'étudier un peu le marché, donc de prendre son temps, d'aller investir dans telle action. Ça va pas nous rapporter au début, ça va même nous faire un peu de mal, on va sentir qu'on régresse, et par après on va peut-être faire beaucoup plus de gains. On pourrait le voir aussi comme ça, et donc même si on sent qu'on a la possibilité de progresser, peut-être essayer d'en garder un peu plus sous le capot, quoi, essayer de conserver quand même cette fourchette de reps, cette progression, ces secondes. Mais je pense que si on peut quand même apporter quelques progressions techniques, pourquoi pas les faire. Et donc voilà, d'expérience, quand je travaille sur moi-même ou sur mes clients,
dans les cycles de masse que longtemps que j'ai fait, j'ai toujours cherché quand même à progresser sur mes skills, mais pas de manière drastique, quoi. C'était juste des petits progrès techniques, sans vraiment essayer de pousser, et certainement pas commencer à augmenter le volume, à avoir beaucoup trop d'exercices. Voilà, on se dit, on met le minimum, on se met 6, 8 séries par semaine sur nos skills, on met un certain volume en hypertrophie, et on prend les petits progrès qu'il y a à prendre, mais on va pas forcer cette progression, on va pas dépasser des limites qu'on pourrait se fixer au préalable. Donc voilà, si on se dit, ok, je régresse en advanced stock planche, je vais pas aller chercher à pousser sur une straddle, même si on se sent bien. Si j'ai régressé avec une bande de 20 kg, je vais pas aller pousser sur une bande de 10 kg, je vais rester à ma bande de 20 kg pendant tout mon cycle. Voilà, ça c'est un peu ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, cycle d'hypertrophie, si je résume. Argument, c'est que l'hypertrophie, ça peut être un peu trop fatigant pour faire des adaptations en skill, qu'on aurait plus intérêt à investir, et même toute l'année, parfois, chercher à progresser tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose, comme je l'avais dit dans le dernier podcast. Donc voilà, c'est peut-être une petite parenthèse là-dessus. Donc on aurait plus intérêt voilà, à maintenir nos skills, à pas spécialement chercher à progresser dessus, mais si on peut faire quelques petits progrès techniques ou grâce au fait qu'on n'est plus en train de forcer une progression trop intense pour nous, naturellement on va progresser un peu, mais essayer d'en garder sous le capot, d'apprécier ça, et de continuer à prendre du muscle avec un volume raisonnable. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu un argument 1. Un autre argument contre, voilà, comme je vous ai dit, parfois prendre du muscle c'est facile, et parfois aussi si on n'a pas l'habitude si on n'a pas fait des gros cycles de bodybuilding auparavant, des gros programmes de body, et qu'on a plus fait du set and reps, un peu de skill, et qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de prendre du muscle, finalement parfois avec juste 2 séries par semaine sur un groupe musculaire, on pourrait même prendre un peu de muscle, donc finalement ça va pas tellement nous fatiguer que ça. Et donc cet argument là que ça va pas, qu'on n'aura pas assez qu'on peut pas faire les deux en même temps, il est un peu faux. Donc voilà, c'est toute une question de quantité, mais de nouveau ça peut être bon d'être binaire, de clairement dire ok, les skills je les mets en maintenant, je les progresse pas, je prends du muscle, je vais vraiment faire un gros volume d'hypertrophie, je vais vraiment être très spécifique à l'hypertrophie, je vais mettre beaucoup de séries, je vais essayer d'aller chercher un peu. En général, pour l'hypertrophie, on passe toujours d'un un volume minimal effectif vers un volume maximal adaptatif, et parfois on peut même aller un peu en overreaching, etc. Pour l'hypertrophie, c'est moins grave d'en faire de trop. Tandis que pour la force, là, ça va être beaucoup plus faible. Donc là, il faudra être beaucoup plus prudent. Mais pour l'hypertrophie, voilà, je trouve que finalement, c'est un des trucs assez faciles à faire. C'est juste que voilà, on en chie un peu, il faut en faire beaucoup, etc. On sent beaucoup de dumps. Mais ça peut être bon. Autre chose aussi, c'est parfois que l'hypertrophie, on va la faire aussi sur des muscles qui sont peut-être moins fatigants, qui sont peut-être moins directement reliés à nos mouvements. Par exemple, si on commence à faire un cycle d'hypertrophie mais qu'on rajoute beaucoup de bench, faire beaucoup de bench ou beaucoup de pec, finalement ça va pas tant nous fatiguer que ça. Tandis que si dans notre cycle d'hypertrophie on fait énormément d'épaules, là on va quand même être un peu flingué et on aura plus de mal à progresser dessus. Donc on pourrait très bien faire je vais prendre un exemple, des cycles de skill, et on pourrait vraiment taper dans nos pecs, dans nos deltos moyens par exemple, et limite dans nos triceps, sans que ça impacte notre planche, presque. Et que notre planche soit directement considérée comme le volume pour nos deltoïdes antérieurs. Et donc on pourrait très bien faire une bonne combinaison comme ça. Donc voilà, ça c'est un autre contre-argument au fait que prendre du muscle c'est fatigant, et donc on doit faire les choses de manière séparée. Voilà. Et on va passer... donc... Même chose pour la force, on pourrait aussi avoir des arguments, se dire tiens, voilà, si on force, il y a un peu d'hypertrophie, de nouveau l'hypertrophie c'est fatigant, etc. Mais on observe quasiment tous les powerlifters maintenant qui font bien les choses ont quand même beaucoup d'assistance, même dans leur cycle où il y aura beaucoup d'intensité, même dans leur cycle où ils vont piquer, où ils vont faire un picking, où il y aura un tapeur, il y aura toujours un minimum d'exercice d'assistance. Parce que le but du jeu, c'est que donc voilà, on va reprendre un peu le modèle fitness-fatigue, c'est que quand on approche de la compète, on va essayer de diminuer à fond
la fatigue pour que le fitness augmente au max. Et pour diminuer au maximum la fatigue, on pourrait se dire tiens, je vais virer mes exercices d'hypertrophie. Mais le problème, c'est que si on diminue trop ces exercices d'hypertrophie, d'assistance, notre fitness pourrait aussi diminuer. Et ça, c'est un truc qui arrive parfois, c'est quand on fait des cycles un peu trop d'intensification, avec beaucoup voilà, avec des fourchettes de reps trop lourdes. Ça va être très individuel, ça. C'est qu'il y a des personnes qui vont moins bien réagir. Donc il y a des personnes, ils vont pas savoir, on va dire, tenir des intensités lourdes sur tous leurs exercices ou des intensités trop faibles. Par exemple, il y a des personnes qui vont progresser beaucoup plus avec du 4x6 sur leur bench qu'avec du 4x1. Et s'il n'y a que du 4x1, ils n'auront pas du tout assez d'hypertrophie. Enfin, ils vont clairement peut-être même perdre un peu de pec, et donc finalement, ou ils vont perdre un peu de quantité de mouvement, et ça ne va pas du tout leur profiter sur leur compète. Et donc ils auraient peut-être plus intérêt à faire du 4x1 avec des back-off, ou alors un autre volume d'hypertrophie, un autre exercice d'hypertrophie pour maintenir leur pec. Donc ça, c'est un des contre-arguments aussi au fait de faire une chose à la fois, c'est qu'on a quand même intérêt à garder certaines qualités pendant ça. Et on pourrait clairement appliquer la même chose en streetlifting et même en skill. Si on fait qu'une phase de spécialisation planche, etc., mais qu'on n'a plus du tout de volume sur peut-être un exercice de poussée verticale, on va dire, qu'on risque de perdre peut-être un peu de delto parce que on a moins d'emphase là-dessus, et finalement notre planche va en pâtir. Donc voilà, c'est le contre-argument de faire les choses de manière séparée. Et voilà, donc maintenant on va prendre un peu aussi l'argument, justement. Là j'avais mis qu'on a besoin des trois qualités et donc de ne pas en perdre une. Donc finalement, ouais, c'est un peu ça. Nous, en calisthénie, si on connaît un peu les trois qualités, ça va être vraiment... ça va être les skills, la force et l'hypertrophie. Donc souvent, on va toujours observer un peu... on va souvent observer une corrélation entre les trois. En général, c'est rare que quelqu'un... c'est rare que quelqu'un devienne fort sans prendre de muscles. Et c'est rare que quelqu'un devienne... que cette force ne se transfère pas directement sur les skills pour autant qu'on la pratique. Donc c'est là que ça devient assez complexe. Hein. Mais parfois, le fait de prendre du muscle, ça peut nous rendre moins forts à court terme, et donc ça peut nous rendre moins skillés. Donc c'est pour ça qu'on va aussi lier un peu la force au skill dans nos cycles, dans nos programmations, et qu'on va essayer de ne pas perdre chacune de ces qualités. Donc à la fois pour maintenir des skills, c'est assez simple. Parfois il suffirait de 4-6 séries par semaine, 4, 6, 8 séries, ça dépend un peu des individus. Dans nos cycles, on pourrait maintenir la force avec des top sets ou des back off sets. Avec pardon, pas juste des singles par exemple pour rester spécifique, ou juste très peu de séries par exemple, et ensuite nous se concentrer sur l'hypertrophie. Voilà, c'est vraiment en fait ça le gros point important dans toute la périodisation. Finalement, je pense que ça sera de maintenir ces trois qualités, et c'est de ne pas spécialement en mettre une sur le côté, peut-être par période pour certaines personnes, pour des personnes qui réagissent bien. Ouais, de nouveau, il y a beaucoup de différences, hein. Par exemple, je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un qui est extrêmement doué pour la planche, par exemple. Voilà, quelqu'un qui a des énormes, des très bonnes insertions, qui se lance en planche. Et souvent, c'est pas rare de voir quelqu'un qui fait des planches pendant 2-3 ans, et qui pendant ces 2-3 ans n'a jamais fait un seul curl, je veux dire, ou un exercice d'assistance, et qui se construit un physique énorme, et qui progresse en faisant des planches, des combos, etc. Le truc, c'est que dans toutes ces planches, ça va être des séries toujours bien stimulantes, enfin assez stimulantes. Ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux, mais ça sera suffisant pour lui parce qu'il aura les bonnes insertions, et que dans ses combos, il va, malgré lui, appliquer une certaine surcharge progressive. Il va toujours avoir des périodes de forme, de méforme. Ça, on le voit souvent, ceux qui s'entraînent un peu à l'instinct. Ils sont là, tiens, là je me sens bien, hop, là voilà, j'étais vraiment pas bien pendant 2 mois, ça s'est mal passé, mais après j'ai éclaté, et ainsi de suite. Donc eux, même ces gens-là, ils vont périodiser malgré eux. Mais par contre, si nous, on s'amuse à faire la même chose, on va pas avoir les mêmes avantages qu'eux, parce que
enfin, je veux dire, nous, toutes les personnes un peu moins douées ou avec des moins bonnes insertions, c'est que eux, leurs exercices, enfin déjà spécifiques, la planche ou autres, vont leur faire prendre un minimum de force de base et un minimum d'hypertrophie, tandis que pour des personnes un peu moins douées avec des moins bonnes insertions, et souvent qui seront un peu moins dans des catégories de poids un peu plus lourdes ou des bras de levier un peu moins favorables, des grandes jambes ou quoi, c'est qu'on va pas pouvoir travailler avec des progressions suffisantes pour créer suffisamment d'hypertrophie et donc pouvoir réussir sur le long terme à progresser sur ces skills. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens auront quand même besoin d'exercices spécifiques pour prendre du muscle. Tandis que ces gens-là, peut-être un peu moins. Mais je suis sûr qu'ils auraient besoin, que ça ne leur ferait pas de mal d'en faire non plus. Et c'est pas pour rien que les meilleurs powerlifters du monde en font aussi. Et les meilleurs powerlifters aussi ont des leviers de malade et pourraient très bien faire que du squat sans exercice d'assistance pour avoir des records, enfin des très bons squats de top niveau. Mais ce qui fera la différence entre eux et les champions, c'est que les champions vont quand même faire des exercices d'hypertrophie en plus. Et les gens moins doués encore plus. Donc voilà, c'est pas un des arguments pourquoi on aurait besoin de toujours faire un peu d'hypertrophie aussi. Voilà, c'est besoin donc voilà, vraiment important de garder les trois qualités. Et finalement, ça sera quoi des solutions si on se dit qu'on n'a pas envie de faire de cycle vraiment de masse ou d'hypertrophie, ou de force, ou de skill, etc. C'est juste de maintenir et de mettre une emphase sur certaines catégories ou quoi pendant l'année, quoi. Peut-être se dire, ok, là je vais augmenter. Dans la vidéo que j'avais faite, par exemple, je parlais un peu de l'exemple 25% skill, 25% force, 50% d'hypertrophie. Ensuite, dans les cycles de skill, plus 50% skill, 25% force, 25% hypertrophie. Ou alors j'avais mis 20, 30. Voilà, c'était juste des chiffres un peu exemples, à titre d'exemple. Mais ça pourrait être une bonne solution de faire, ou alors quantifier simplement son nombre de séries à chaque fois. Tiens, je vais faire des cycles où je vais faire que 6 séries de planches, et des cycles où je vais en faire 20, et des cycles où je vais faire 15 séries de pecs, et des cycles où je vais en faire que 3. Ça va être une bonne manière aussi de calculer, de mettre l'emphase sur certaines catégories. Et donc voilà, on n'est pas obligé d'appliquer vraiment cette nomination de périodisation ou quoi, mais inévitablement on va essayer quand même de mettre l'emphase aussi. Et parfois on va se dire, voilà, je fais pas de cycle spécifique comme ça, mais je vais quand même caler 6 séries dans une fourchette de rep de 12 à 15. Ensuite, dans le cycle d'après, je vais taper dans du 9 à 12. Et dans le cycle d'après, je vais taper dans du 6 à 10. Et puis, je vais aller plus vers de la force, dans du 4 à 6. Et puis du 2 à 4. Et ainsi de suite. Et finalement, on pourrait répéter la boucle. Et ça, c'est une bonne manière aussi de périodiser. Mais on pourrait se dire à chaque fois qu'on est dedans. Et donc, pour maintenir aussi. Et donc, ça va être la même chose aussi pour la force. Il va falloir la maintenir. Donc voilà, si vous êtes purement skill, il va falloir maintenir vos skills en faisant, comme je vous ai dit, 3 à 6 séries. Et si vous avez aussi les objectifs de force en même temps, comme j'ai dit aussi un peu plus tôt, vous pouvez faire par exemple un petit single après vos skills et maintenir un petit peu ça. Donc parfois c'est bon de maintenir un peu cette qualité de soulever lourd, à la fois dans les cycles d'hypertrophie et à la fois dans les cycles peut-être plus de skill. Par exemple, si vous faites un cycle où vous mettez vraiment plus l'emphase sur la planche, etc., mais que vous avez quand même ces objectifs de street lifting à côté, ça pourra être intéressant. Et après, il y a vraiment des exercices qui vont avoir vraiment des très bonnes synergies ensemble. Donc par exemple, dans un cycle de skill où vous mettez l'emphase sur le front lever, ça peut quand même valoir le coup d'augmenter cette traction lestée plus lourde. Et parfois, peut-être la mettre un peu plus spécifique front, en faisant une traction lestée vraiment coude vers l'intérieur, plus qu'une traction lestée pour la traction lestée, quoi. Donc on pourrait essayer vraiment de cibler cette traction lestée coude vers l'intérieur, qui aurait peut-être un peu plus de transfert vers le front. Mais parfois, c'est pas toujours bon d'être le plus spécifique non plus. Ouais, une autre manière aussi parfois de simplifier la périodisation, c'est d'être moins spécifique vers le plus spécifique. Et donc chaque fois, on va dire le plus spécifique pour vous, ça va dépendre aussi de pour vous, c'est quoi. Parfois, ça sera juste si vous êtes vraiment
un athlète de skill, ça sera vraiment le plus performant sur les skills. Donc qu'est-ce qui sera un peu moins spécifique pour les skills au début, ça sera peut-être de l'hypertrophie, et puis petit à petit vous dirigez vers ça. Et peut-être les progressions un peu plus faciles pour comprendre certaines choses. Et à l'inverse, si vous êtes un peu plus hybride ou plus de force, qu'est-ce qui sera moins spécifique pour la force? Parfois c'est un peu des skills et puis se réorienter là-dessus, quoi. Voilà, c'est un peu, ça dépend. Donc, qui bénéficierait d'avoir une approche plus binaire, je trouve, vraiment de bien se spécialiser sans nuancer grand-chose, et même par exemple faire que de l'hypertrophie sans aucun skill, presque, ça serait vraiment des débutants. Donc voilà, un débutant, il pourrait très bien, juste grâce à la prise de muscle, devenir bon partout, hein. Enfin, il va faire un peu n'importe quoi, il pourra quand même progresser. Mais je pense que ça pourrait quand même être bien qu'ils comprennent un peu les positions scapulaires, etc. Donc un débutant complet, voilà, on peut lui mettre vraiment un volume minimal pour ne fût-ce que capter un peu certains mouvements. Il n'aurait même pas besoin de maintenir de la force parce qu'il n'en a pas vraiment encore, et donc il pourrait se concentrer uniquement sur l'hypertrophie. Maintenant, un faux débutant qui veut quand même réussir à faire des tractions ou autre, il pourrait quand même essayer de comprendre un peu la technique et de considérer la traction comme un skill aussi. Ça peut être intéressant. Donc voilà, vraiment débutant, il pourrait vraiment se mettre en mode cycle d'hypertrophie. Mais par contre, il ne devrait pas les réaliser que sur 2 cycles, quoi, 2 mésos. Il devrait essayer de les réaliser sur 6 mois, même 1 an. Donc vraiment envisager carrément 1 voire 2 macrocycles complets d'hypertrophie. Je vais remettre un peu dans ce cas-là, dans cette case de personnes qui ont besoin d'hypertrophie, des pratiquants qui stagnent. Donc vraiment, admettons, vous avez fait un peu comme je vous ai dit, vous avez attaqué, vous vous spécialisez directement, donc voilà, vous avez fait un peu de set and reps, un peu le truc classique en street workout, puis vous vous êtes dit, ok, je vais attaquer à fond ma planche, et pendant 1 an, vous avez fait que de la planche, vous avez fait un peu tous les programmes, vous avez essayé toutes les progressions, sans regarder le truc qui marche. Enfin, si ça a dû marcher, forcément, ouais, vous avez, ça a dû marcher, vous avez atteint vraiment cette planche, et parfois vous vous cyclez un petit peu, vous faites quand même les choses bien, mais vous voyez que chaque fois que vous arrivez un peu sur vos progressions maximales, il y a un truc qui bloque, quoi. Il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui bloque. Et ce truc qui bloque, en fait, c'est qu'il n'y a plus de... Le moteur est trop petit, quoi. Il y a un moment, il faut essayer d'augmenter un peu cette taille, et donc c'est là que ça va valoir le coup de se dire, ben voilà, là je suis trop limité, je vais mettre un peu ma planche de côté, voilà, et je vais vraiment faire aussi 1, 2, 3 macrocycles d'hypertrophie pure, en maintenant un petit peu la technique comme je vous ai dit plus tôt. Et donc voilà, là clairement on pourrait se mettre dans cette case binaire et ça s'appliquerait parfaitement à ça. De nouveau dans cette case aussi binaire, voilà, si vous aimez bien avoir un système clair, simple, précis, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous dites ok, moi je fais un macrocycle d'hypertrophie, un macrocycle de force, un macrocycle d'hypertrophie, un macrocycle de force, un macrocycle d'hypertrophie, un macrocycle de force, et vous continuez simplement comme ça. Ça pourrait marcher. Peut-être un débutant, il pourrait faire du 2 macrocycles d'hypertrophie, un macrocycle de force, et un avancé, il pourrait faire un macrocycle, un intermédiaire, un macrocycle à la fois. Et quelqu'un de plus avancé, il aura plus intérêt à faire un macrocycle d'hypertrophie pour 2 voire 3 macrocycles de force. Donc voilà, c'est peut-être un peu cette proportion-là qui va changer. Ça, je pense que c'est un système voilà, facile à comprendre, facile à mettre en place. Vous appliquez tous les principes des cycles et voilà, là c'est un peu plus facile. Mais parfois, il y aura beaucoup de petites choses qui vont osciller dans tout ça. Et donc là, ça va être bien peut-être de faire sa popote entre tout. Et donc vous allez peut-être juste avoir votre propre système de cycler un peu le volume, les charges, et pas spécialement se catégoriser dans du 12-15, etc. Mais se dire un peu par période, ok, là par exemple, je fais un cycle un peu hybride, je vais augmenter ma planche, je vais donc sélectionner une bonne progression pour celle-ci, je vais mettre un peu plus l'emphase sur mes tractions, et donc je vais vraiment taper dedans. Et je sais que je manque un peu d'épaule pour ma planche, donc je vais quand même faire de l'hypertrophie pour mes épaules. Pour mes tractions, je sais que je manque un peu de biceps, donc je vais mettre un peu d'hypertrophie là-dessus. Et
Et puis dans le mésocycle d'après, enfin, dans deux mésocycles après, vous avez dit, oh, tiens, bah là j'ai quand même bien mis cette emphase. Là je vais remettre l'hypertrophie en maintenance, mais je vais augmenter un peu plus mes pecs. Et donc finalement vous allez peut-être un peu plus cycler au feeling en fonction des forces et faiblesses que vous allez observer durant votre programmation. Et vous allez toujours varier un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est un système un peu plus complexe, un peu plus, je dirais, artistique au feeling, c'est un peu l'art du coaching. Euh, ouais, voilà, il n'y a pas de blanc, de mauvais choix. Je pense que c'est quand même bien de se garder les choses simples, souvent, c'est quand même plus simple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un peu toutes mes réflexions sur cette périodisation-là. Il y a moyen de clarifier ça un peu plus de nouveau, mais vous voyez toute la complexité de la chose. Et c'est là qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. Mais je pense qu'avec le recul, voilà, ici, si on prend un peu la conclusion sur la réflexion que je viens de vous partager, euh, c'est de se dire, tiens, voilà, je suis débutant, ben, hypertrophie, 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 comprends juste la technique. Donc on pourrait dire 2 3 4 5 macrocycles d'hypertrophie. Et technique, technique, technique. Sauf si vous êtes déjà très fort et que vous êtes doué, là vous pouvez déjà aller plus vite pour des skills. Mais voilà, dès que vous allez comprendre les activations, enfin, un débutant qui, par exemple, vous allez lui programmer certaines activations, vous allez tellement observer qu'il progresse vite, il va pouvoir déjà comprendre la technique avec des progressions plus avancées. Et ouais, voilà, quelqu'un qui est doué, par exemple, un débutant qui est doué, euh, vous allez pouvoir faire un peu moins de macrocycles, quoi. Donc, admettons, vous tombez sur quelqu'un qui est fait pour la planche et vous lui mettez un macrocycle d'hypertrophie, mais vous allez déjà voir physiquement qu'il bouge bien. Vous allez quand même déjà lui mettre des planches lignes dedans et vous allez voir qu'il comprend très vite et qu'il bouge bien. Vous allez peut-être déjà tester sa tuck planche et vous allez voir qu'elle décolle trop vite. Et donc vous allez vite comprendre qu'après un ou deux macrocycles d'hypertrophie, bah, vous allez pouvoir attaquer la chose, attaquer les skills. Après, vous pouvez vous dire aussi, bah, je vais quand même de nouveau, même avec lui, je sais qu'il a envie de monter dans les tours et qu'il y a moyen de faire du potentiel, mais je vais plus économiser et je vais vraiment lui construire sa base pour qu'il dure plus longtemps après ou qu'il aille encore plus loin. Ça, c'est aussi une manière de voir les choses. Euh, et à l'inverse, bah voilà, quelqu'un qui est vraiment pas doué, qui a du mal vraiment à passer ses 5 tractions et que pendant les cycles, voilà, ça augmente, mais pas assez, bah là, il faut être patient. Il faut être patient et prendre le temps de, de créer ça, d'améliorer les petits progrès techniques là où il faut. Et le moment venu, bah, là, il débloquera plus de traction. Et puis son front lever, il va quand même déjà comprendre un peu les activations. Et après, il va pouvoir attaquer ça. Et donc voilà, passer le stade débutant, bah, c'est macrocycle et hypertrophie. Pour les intermédiaires, comme je vous ai dit, bah, peut-être aller sur un ratio de 1 à 1. Enfin, je dirais novice intermédiaire, débutant intermédiaire. Donc une fois qu'on a passé un peu ce stade, bah, elle va faire un macrocycle d'hypertrophie. Voilà, et puis vous allez attaquer vraiment un macrocycle de force. Mais je pense qu'il faudra vite se diriger parce qu'on est quand même plus dans un cycle de force que de body. Finalement, on n'est pas dans du power. On est même l'argument power building pour un powerlifter, c'est pas le mieux non plus. Donc on va pas se situer là vraiment là-dedans. On va plus vraiment aller chercher plus du 2-1, même pour un intermédiaire, je dirais. Donc même du 3-1. Donc voilà, il va finalement, une fois que vous avez assez d'hypertrophie, vous pouvez dire ok, là j'ai assez économisé, là je me fais plaisir. Les adaptations techniques, ça peut s'améliorer sur le long terme aussi. Et donc là, vous allez vraiment cycler 2, 3, 4 macrocycles d'hypertrophie. Et parfois même au cours d'un macrocycle, vous allez pouvoir aussi vous dire, là je vais encore vous complexifier un peu la tâche, vous n'êtes pas obligé de faire des macros entiers d'hypertrophie, vous pouvez faire aussi un méso d'hypertrophie ou un ou deux mésos de volume, et puis faire le mésocycle 3-4 beaucoup plus en termes de force, pour varier un peu plus souvent. Donc ça va dépendre du profil aussi. Mais par exemple, même dans vos macrocycles de force, quand vous êtes dans le 3 quarts, 1 quart, vous allez être toujours un peu dans la maintenance. Il y aura toujours, comme je vous ai dit, 25% d'hypertrophie par exemple. Et donc voilà, c'est là où vous allez quand même passer la majorité de votre temps en force dans l'année, si vous faites du 3 quarts, 1 quart,
pour un intermédiaire. Et un avancé, il aura peut-être même besoin de faire un peu plus. Mais il y aura quand même à chaque fois un peu d'hypertrophie, et peut-être que vous allez quand même réaliser certaines adaptations en hypertrophie tout en mettant le paquet sur vos skills. Et ça toute l'année. Finalement, c'est un peu dans cet environnement-là qu'on a envie de se situer pour se dire de performer en calisthénie, c'est de se dire, ok, tiens, on a pris le temps de construire la base suffisante. Maintenant, on réalise vraiment ce qu'on a besoin de faire, on progresse en force, voilà, on augmente les chiffres, on augmente les progressions, on pratique. Voilà, le but, c'est pour progresser un skill, c'est de pratiquer, rester plus longtemps dans la position qu'on a envie de réaliser, d'être le plus spécifique possible. Donc passer un maximum de temps dans cette spécificité. Et une fois qu'on rencontre trop de problèmes, qu'on réalise clairement que, tiens, qu'est-ce qui me bloque là? C'est pas le fait de serrer mes abdos, c'est pas le fait de protracter, c'est juste que j'ai pas assez de delto, quoi, j'ai pas assez de force, et j'ai peut-être besoin de reprendre un peu de force là-dedans. Et donc là, boum, je me refais un macrocycle ou 2 mésocycles d'hypertrophie pour relancer un peu la machine, et puis c'est reparti, quoi. Donc, et voilà. Donc je pense que ça conclut assez bien cette réflexion. De nouveau, beaucoup de choses à nuancer. Je pense qu'à la fin, j'ai bien aimé vous éclairer là-dessus avec cette petite conclusion. Et voilà. Je vous dis force à vous. On se retrouve à la prochaine pour un prochain Calisthenics Science podcast. C'était 012 Workout. Portez-vous bien. Si vous avez besoin d'un coach en calisthénie, n'hésitez pas à me contacter via le lien en bio, via mon mail, en message sur Insta ou via mon site web 012workoutcoaching.com. Ça ferait plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à la prochaine.